Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons commenter une actualité assez grave d'ailleurs avec Anne-Charlène Bézina. Bonjour. Bonjour Patrice. Tout va bien? Tout va bien. Avec Stéphane Monson. Bonjour Patrice. Alors j'ai oublié de préciser que vous enseignez le droit public notamment et la science politique. Mais c'était important de dire que tout allait bien aussi. Mais tout va bien Voilà, quand même. c'est ça. Et à côté de vous, Stéphane Monson, qui était doyen de la faculté de droit de Versailles-Saint-Quentin et qui enseigne toujours. Exactement, professeur. Fonction dangereuse. Fonction périlleuse. On va voir, parce qu'il y a des doyens qui sont obligés de démissionner. Des doyens qui tournent mal. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé vous, d'aller au cagoulé non, avec mais des étudiants? mais je vous raconterai. Il y a des petites mais on anecdotes de ce qui s'est passé à Montpellier. Volontiers. Oui, ça fait plaisir de voir des profs de droit qui sont pas en garde à vue. On est à visage découvert. Et des soutiens d'anciens présidents de la République qui ne le sont pas non plus, comme Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Alors, évidemment, la semaine a été marquée par ce qui s'est passé dans l'Aude et par l'hommage national au lieutenant-colonel Beltrame, qui a eu lieu il y a quelques jours, avec un discours du président de la République, d'Emmanuel Macron, un discours... comment vous l'avez trouvé d'ailleurs, ce discours? Plutôt beau, plutôt émouvant, plutôt... Bien, un beau discours. On n'en attendait pas moins de Macron, qui prend bien les habits, le costume de chef de l'État, de chef des armées. Il a dit à peu près ce qu'on s'attendait à ce qu'il puisse s'exprimer. Un petit discours sur la partie sur la jeunesse est la plus importante vers la fin du discours. Après, c'est tout le problème, mais c'est pas le problème de Macron. C'est que, encore une fois, c'est un beau discours, puis voilà, ça va pas changer grand-chose. Alors après, on parlera peut-être de ce qu'on peut faire. Mais sinon, c'était une très belle cérémonie, très émouvante, une certaine unité, donc c'est très bien. Et puis même Macron, il fait parfaitement le job, ça c'est bien. Mais voilà, après, et alors, quoi. C'est ce que j'ai un peu envie de dire. Ben, ça, on va voir. Oui. Alors après, là, peut-être sur la cérémonie elle-même, Stéphane Monson. La cérémonie, je l'ai regardée, alors pas en direct, mais en différé, et je trouve que le président de la République était dans son rôle, afin qu'Emmanuel Macron était bien dans le rôle du président de la République, de ce qu'on peut en attendre sous la Ve République. En tout cas, et le contenu de son discours, moi, j'ai trouvé son discours très juste. Pour moi, le plus important, la partie sur la jeunesse, j'ai trouvé cela assez efficace en termes, encore une fois, de discours, et j'ai aussi quand même noté l'inscription, la volonté d'inscrire cette situation dans l'histoire. Ouais, dans ce que on pourrait... Les cavaliers de Reims et de Pâté, les héros anonymes de Verdun et les Justes, et les compagnons de Jeanne et ceux de Kieffer. Je trouve ça c'est beau, ça mêle alors, des histoires qui sont très lointaines les unes des autres, mais qui... C'est ce qu'on appelle l'esprit de résistance, non? C'est ça? Oui, moi c'est aussi la partie du discours que j'ai aimé, cette inscription dans cette idée de la résistance et dans le goût de la liberté qu'on a finalement en France. Il a plusieurs fois rappelé justement le fait que la France est attaquée, notamment par rapport à ses valeurs, par rapport à ce caractère que nous avons. Et je trouve, pour le coup, que ce discours est aussi important pour lancer la suite, justement, peut-être la concrétisation juridique de ce qu'il faudra faire face au terrorisme. Et c'est ça qui était important aussi, c'est qu'à la fois, c'était un discours que je trouvais assez en face de ses réalités, qui a osé qualifier les choses, et c'était un moment important. Et vous avez raison de le souligner, c'est vrai qu'il y a comme ça des moments, alors c'est un moment grave et triste, mais enfin c'est aussi un moment d'unanimité où qui n'a pas duré très longtemps. Qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'on va aborder après peut-être le fond des choses, c'est-à-dire la prévention du terrorisme. Voilà, mais là, ce qui me paraît quand même très, très important, c'est cette découverte de cet héroïsme, de cet acte héroïque, de ce héros absolu, et dont effectivement tout le monde semble avoir besoin. C'est vrai qu'on a besoin de héros, et c'est quand même une belle image, un type jeune, un type brillant, un type qui change sa place contre une otage alors qu'on lui demande pas, enfin, comme ce que le président Macron a dit. Il a dit, mais beaucoup de braves ne l'auraient peut-être pas fait, pourtant des gens très braves. C'est vrai que nous, tous autour de la table, est-ce qu'on aurait été capable de dire, finalement, non, vous allez... je vais me substituer. Voilà, c'est vraiment un comportement extraordinaire. Je crois que c'est Luc Ferry qui souligne ça dans un livre, et il avait raison. C'est vrai que
Aujourd'hui, contrairement à ce qui pouvait se passer en 1914, il y a plus grand monde qui dirait je vais donner ma vie pour la nation. Exactement. Je vais aller mourir pour la France. Pourquoi on est prêt pour se battre, dit-il, c'est pour ses proches, peut-être pour sa famille, mais ça ne dépasse pas ça. Et là, peut-être qu'on renoue justement avec donner sa vie pour la France, c'est ça, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui n'existait pas qui n'avait pas existé, ou dont les circonstances, heureusement peut-être, n'existaient pas depuis longtemps. Non, c'est absolument extraordinaire et ça a une traduction directe parce que la gendarmerie depuis cette journée funeste reçoit, je crois, plus de 40 ou 50 coups de téléphone par jour de jeunes qui veulent s'engager dans la gendarmerie, qui se disent à l'image du colonel Bertram, il dit voilà, c'est ce qui nous fait rêver, c'est un bel exemple. Donc voilà, ça réveille quelque chose, effectivement, comme vous le dites très justement, cette idée de mourir pour la patrie, c'est substitué au fait de... On sait que ça n'existait plus. Voilà, on était tous un peu individualistes en disant non, moi ça me concerne pas. On voit bien quelquefois dans les métros, puis on en parlera tout à l'heure, même l'attitude des vigiles à Montpellier qui eux ils voient des gens se faire tabasser. On voit justement une différence énorme entre deux comportements, quoi. C'est-à-dire que, et là je suis content qu'on ait basculé avec cet officier et cet acte héroïque. Vraiment héroïque. Il y a une symétrie aussi qui a été soulignée, c'est-à-dire que dans ces épouvantables personnes qui sont en face ont leurs martyrs, leurs héros, et il est indispensable que nous aussi, nous fabriquions, entre guillemets, nos héros, que nous reconnaissions nos héros. Et puis, il y avait un second élément aussi, qui me marque souvent dans les discours du président de la République et qui me marquait alors qu'il était encore candidat, c'est l'appel à Jeanne d'Arc. Vous savez, qui revient dans le récit national, qui est en quelque sorte exproprié du champ de propriété dans lequel elle se trouvait jusqu'à présent, c'est-à-dire dans le champ du Front National et de l'extrême droite, qui avait fait Jeanne d'Arc son héroïne. Voilà que Jeanne d'Arc revient dans le giron national, dans un grand récit qui va de Jeanne d'Arc à De Gaulle, et je trouve que c'est très habile et que c'est tout à fait légitime que Jeanne d'Arc n'ait pas la propriété de l'extrême droite, qu'elle est aussi une héroïne nationale, fabriquée, etc. Tout ce que Emmanuel Macron avait d'ailleurs présidé à Orléans, alors qu'il était encore ministre, je crois. Ou il était ministre, vous avez raison. Il n'était pas encore, et en tout cas président, les fêtes consacrées à Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, c'est passionnant, parce que si on regarde, au fond, comment elle a été récupérée, elle a été absolument récupérée par tout le monde. Ça a été la fille du peuple récupérée par la gauche, ça a été ensuite l'Église catholique, ça a été les anticatholiques, ça a été la République, ça a été l'extrême droite. Et maintenant, c'est vrai qu'elle revient dans le giron de la République. La canonisation de Jeanne d'Arc est un cadeau du Saint-Siège en échange. C'est assez tardive, hein, d'ailleurs. 1924 ou 27, je crois. Le Vatican offre Sainte Jeanne d'Arc à la France en échange d'une attitude juridiquement d'ailleurs plus compréhensive de la France à l'égard des associations cultuelles catholiques. Donc c'est la fin. Jeanne d'Arc de la guerre issue, entre guillemets, de la guerre issue de la loi du 9 décembre 1905. Absolument. Parce qu'elle a aussi été parfois une héroïne anti-religieuse presque. Enfin, donc, anti-religieuse, anti-anglaise, bien sûr. Très amusant. Et anti-allemande même. Oui, tout à fait. Enfin, il y a eu tout. Alors il y a eu cet hommage national, il y a eu des hommages un petit peu partout en France. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Courgaud, qui est le maire de Montigny, qui a rendu aussi hommage au lieutenant-colonel Beltrame. Je pense que la démarche que ce colonel a fait en sacrifiant sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre est tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de France. Et à un moment donné, nous, en tant qu'élus, mais également tous les représentants de la population de Montigny, nous avons souhaité faire cet hommage. Non seulement c'est important, mais c'est même indispensable. Cette barbarie de l'islamisme, c'est en étant tous unis, tous vraiment solidaires, qu'on arrivera, je ne dis pas à l'éradiquer, mais au moins à la combattre. Il faut vraiment que nous soyons fermes sur les valeurs qui sont celles de la France et que nous nous battions tous. Et c'est l'action de nous tous au quotidien qui permettra, je dirais, de passer des messages.
Vous disiez pendant qu'on écoutait le maire de Montigny, c'est vrai que ça redore aussi l'image dans l'opinion des forces de sécurité. C'est vrai que je trouve que pendant la période de l'état d'urgence, il y a eu une période un petit peu contrariée de la confiance qu'on pouvait faire à nos forces de sécurité et de police. Et notamment en voyant cet acte-là, vous le disiez, ça prouve aussi que ce sont des personnels qui sont des cibles privilégiées, malheureusement, de ces attaques terroristes et qui donc sont capables de mourir pour la France. Et ça, je crois qu'on l'oubliait un petit peu ces dernières années, malheureusement, alors pourtant que la menace a jamais été aussi élevée. Et ça rétablit un petit peu les choses dans leur réalité quotidienne, finalement. Et c'est vrai, alors, cela dit, il y a des moments comme ça qui... On ne sait pas s'ils durent extrêmement longtemps, parce qu'il y avait la chanson de Renaud, j'ai remplacé un flic. Cela dit, vous vous souvenez que quand c'était le président du Sénat qui avait voulu citer le titre de la chanson de Renaud, qui est J'ai embrassé un flic. Il ne connaissait pas bien la chanson, il avait dit, comme Renaud le chante, j'ai embrassé un flic sur la bouche. C'est une lapsus révélateur. C'est encore plus romantique. De la part du président Larcher. Le président Larcher, voilà. Exactement. Pardon. Non mais voilà, c'est vraiment, je trouve que le sentiment national est assez bien révélé par nos forces de police et de sécurité qui finalement prennent les premières balles, sont avant tout là pour nous protéger. Et c'est même ce principe des forces de sécurité, des forces de l'ordre qui sont là pour nous au quotidien. Et c'est bien que des actes comme ça rappellent finalement leur rôle dans la République. Alors, unanimité dans l'hommage, il n'y a pas forcément une unanimité dans la politique à suivre contre le terrorisme. On a notamment entendu Laurent Wauquiez dénoncer l'irresponsabilité, la naïveté ou la légèreté du président de la République et de son gouvernement. Est-ce que là aussi, alors, dans cette lutte qui est probablement compliquée, on va en parler, mais est-ce que ça doit être un sujet de querelle politique ou est-ce qu'il faudrait plutôt chercher un accord, une unanimité, Jean-Charles Lajoigny ? Moi, ça me choque pas. C'est un peu le boulot de l'opposition de secouer le cocotier, parce que c'est vrai que... Même si tout le monde a été au pouvoir, personne n'a... Bien sûr, oui, mais on ne peut pas non plus être là, juste spectateur de cette barbarie, en disant, oui, c'est terrible, alors on fait des beaux discours, tous les experts viennent, s'épanchent, on dénombre, on sait, n'importe quel Français sait exactement combien il y a de fichiers S, quel âge ils ont, ça on connaît même maintenant le nouveau fichier, la FPTR, ou je ne sais plus quoi. Donc on devient tous experts en fichage de futurs terroristes. Mais voilà, et après, donc je comprends que des hommes politiques aient à cœur de dire, quelle est la prochaine étape ? Et on ne peut pas juste te dire, ok, on fait l'unité nationale. L'unité nationale, quoi ? Non, ça ne suffit pas, visiblement. Moi, je ne reproche rien au président Macron ni à Édouard Philippe, mais voilà, je peux comprendre qu'on ait envie que les choses changent. Alors, moi, je trouve que, par exemple, Manuel Valls, quand il dit il faut interdire le salafisme, je ne suis pas expert, c'est peut-être, d'abord, on ne voit pas trop comment faire une chose pareille, mais au moins les choses sont dites. Il y a quelqu'un qui exprime une idée, qui dit on sait que les salafistes ne sont pas tout à fait en phase avec nos valeurs. Arrêtons, stoppons le feu. Ça a au moins le mérite de lancer le débat, c'est bien. C'est bien aussi quand il dit mais c'est pas on peut pas toujours se réfugier en disant c'est le chômage, c'est l'économie. Je veux dire, heureusement que tous les gens qui sont malheureux professionnellement et malheureux socialement ne deviennent pas terroristes. Ouais. Donc c'est vrai que cette façon de voir qu'en ce moment le gouvernement disant ça ira mieux quand tout ira mieux, oui, mais enfin on n'est pas chez les bisounours. Non, heureusement on peut être pauvre, malheureux et ne pas devenir terroriste. Voilà. Mais vous pensez qu'il y a de l'irresponsabilité, de la naïveté ou... Non, c'est pas de la naïveté, c'est que effectivement. Je reprends les mots de Laurent Wauquiez. Oui, Laurent Wauquiez, il est un peu dans son rôle, il exagère sûrement. C'est pas de la naïveté, c'est que d'abord quand on est aux affaires. D'exagérer, donc. Un peu. Non, mais quand on est aux affaires, on a un peu plus les mains liées. C'est très compliqué de prendre des décisions. Voilà. Si nous avons les enregistrements des émissions précédentes, Jean-Charles, on pourrait faire comme ça une petite chronologie de votre discours sur Laurent Wauquiez. Vous pensez qu'il exagère un peu? Non, mais moi je ne suis béat devant personne, donc voilà, je peux reconnaître des choses bonnes et mauvaises chez tout un chacun. Cela ne m'étonne pas de vous, Jean-Charles. Voilà.
Moi, je rajouterais, à mon avis, il y a deux choses assez paradoxales dans finalement cette lutte contre le terrorisme. C'est que c'est normal, je suis d'accord avec toi, que ce soit une question politique de premier plan, notamment parce que malheureusement, c'est notre actualité. Donc, n'importe quel acteur politique est obligé de se saisir d'un sujet qui concerne tous les Français d'aussi près. Néanmoins, moi, je trouve que la deuxième face de la pièce, qu'on exploite un peu moins, c'est que précisément, je ne suis pas sûre que politiquement, il y ait des réponses de droite, de gauche, du milieu, d'extrême droite, d'extrême gauche à ces questions, et que toutes soient juridiquement exploitables en plus. Donc, à mon sens, il est peut-être quand même important qu'on puisse tous dire que, évidemment, même nous, en tant que citoyens, on essaye de lutter contre les manifestations de ce terrorisme, mais il est difficile de trouver les bons outils, et peut-être qu'on a besoin, plus sur ce sujet-là que sur d'autres, d'unité nationale. Et je crois que ensemble, c'est peut-être un peu dommage justement que l'opposition prenne son rôle d'exagération, comme tu le dis. C'est vrai que ça fait partie du jeu politique en général, mais sur ces sujets-là, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de se sentir tous dans le même bateau, tous français, tous en phase avec une même lutte et finalement un même ennemi commun, qui est l'ennemi commun aussi bien pour ce qu'on va dire sur l'antisémitisme que sur les peut-être même les violences à Montpellier. En tout cas, on a tous ce même ennemi qui est la violence, qui est la manifestation d'opposition de groupuscules comme ça. Et donc, moi, je trouve qu'on devrait avoir plus d'unité sur ce type de questions. Stéphane Monson. Au-delà des aboiements, la naïveté, machin, enfin bon, rien ne lui fait peur, et c'est à cela qu'on le reconnaît. Il y a, ce que disait Anne-Charlène est très juste, c'est-à-dire qu'il y a aussi une éthique de responsabilité quand on veut se proclamer chef de l'opposition, qui est d'ailleurs un concept qui n'est pas français, qui n'existe pas en France. Il y a dénoncer, c'est bien, mais ensuite... C'était votre question, Jean-Charles. Comme disait Bourvil, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Donc voilà, mettons en camp les 18 000 fichiers S, etc. Enfin, tout cela est irresponsable, totalement irresponsable. Et lorsque moi, en tant que citoyen, j'entends ce discours, j'ai l'impression d'être, franchement, la désagréable impression d'être pris pour un crétin. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est responsable, voilà, de dire ça, parce que en réalité, on voit bien quand il y a des attaques comme il y a eu dans ce supermarché, je veux dire, on voit bien, les Français voient bien que ça peut se produire n'importe quand, n'importe où, et qu'un dingue, entre guillemets, on n'est jamais à l'abri de ses actes. Enfin, on peut quand même aussi comprendre la légitime indignation des Français quand à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, oui, on apprend que le type alors ça c'est monsieur machin, il a tel âge, il est fiché S depuis tant de temps, il habitait là, il était convoqué, il s'est pas rendu à la convocation. Il était là, on le suivait, mais là, alors là en plus, là c'est cerise sur le gâteau, ce type-là, et on allait alléger sa surveillance en plus. Donc là, on dit quand même. Oui, mais ça c'est un problème de renseignement, c'est pas un problème politique, proprement dit. Enfin, c'est quand même le politique qui gère un peu. C'est peut-être la complexité du renseignement, non, là-dessus. Mais en tout cas, je comprends l'incompréhension des Français en disant, ok, alors ils sont fichés S, on peut rien faire pour l'instant, ils vont agir et on saura que c'est des fichés S, et donc on pourra avoir la photo du type tout de suite et puis son adresse. C'est sympa, mais je pense que les gens du Super U doivent apprécier modérément cette façon de faire. Donc on peut comprendre que c'est vrai qu'il y a, on est envie d'action, quoi. Il y a un dysfonctionnement de ce fichier S, de ce qu'on appelle ces fichiers S. D'abord, on ne sait pas très bien 15 000, 20 000, le nombre de gens qui sont fichés S. En même temps, c'est quand même, il ne faut pas non plus tout noircir. C'est aussi grâce à ce fichier que je crois il doit y avoir un ou deux attentats qui sont déjoués par semaine. Donc il y a un côté extraordinaire dans la lutte contre le terrorisme et qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être mieux expliquer comment ça se passe pour que du coup les Français comprennent. On dit, ok, il y a des fichiers S, on ne peut pas suivre 18 000 personnes, mais on en arrête souvent. On part au plus pressé. On a évité des catastrophes. Dire à quel moment, sans citer le lieu, mais dire voilà, on a. Et là, il y a une mauvaise communication peut-être qui fait qu'on comprendrait mieux ce qui se passe. Mais là, on a juste l'impression qu'on les recense, on les comptabilise, on les connaît, et puis c'est tout. Alors que c'est bien évidemment pas ça. Moi, je rajouterais un petit élément, c'est que nous, les Français, sommes très ambivalents sur plein de points. On nous reproche, finalement, on reproche à nos services de sécurité de connaître les attaquants. Et puis finalement, après, on reproche aussi à ces services de sécurité de ne pas connaître des gens comme Nordal Lelandais, par exemple, qu'on découvre comme étant finalement peut-être quelqu'un qui a un fichier plus gros que lui. Et là, pour le coup,
l'opinion est également révoltée du fait que les services soient surpris. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'on sache ce qui va nous arriver ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit surpris ? L'opinion est jamais plus ou moins en accord parce que de toute façon, elle est très choquée face à ce type d'acte. Donc, c'est simplement... C'est pour ça que j'ai tendance à me méfier aussi des statistiques. Voilà, des statistiques qui sont publiées par tous les journaux aujourd'hui, hier, sur ces questions de savoir si les Français sont favorables à des camps de rétention, ou etc. Prise à chaud, évidemment, on est tous très choqués par ce type d'événement. Si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai une mesure que je prends qui est facile et il n'y aura plus d'attentats, je veux dire, il n'y a pas de raison d'être contre. On serait tous, à mon avis, de droite, de gauche, du milieu, d'accord pour la prendre. C'est peut-être plus difficile que ça, quoi, simplement. Je crois. Un peu plus subtil, un peu plus complexe, oserais-je le terme. Alors, la pensée complexe du président de la République a été raillée. C'était peut-être pas très adroit, d'ailleurs, de l'évoquer. Mais les choses sont compliquées et ce type de, entre guillemets, parce qu'il faut y mettre des guillemets, de guerre contre le terrorisme, est une entreprise de très longue haleine et ne se règle pas à coups d'aboiements maladroits. L'opposition est dans son rôle, mais elle serait encore plus dans son rôle si elle réfléchissait. En effet, je suis d'accord avec Anne-Charlène, peut-être de manière peut-être plus consensuelle. Mettons les intelligences ensemble et on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ensemble. Et puis, il faut faire attention aussi à la désinformation que cette opposition systématique peut créer. On le sait en tant que juriste, finalement, on entend beaucoup de choses sur la guerre que nous sommes en train de vivre. Oui. Rappelons-le, on n'est vraiment pas en état de guerre. Et puis, au-delà de ça, voilà, juridiquement... à peu près tout ce qui a été avancé par Laurent Wauquiez dans son tweet ou dans ses propos récents est absolument impensable dans l'état actuel des choses. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Il y a, nous en parlions avec Anne-Charlène tout à l'heure, un appel, alors non pas à Jeanne d'Arc, mais j'entendais l'un des responsables des Républicains il y a peu qui invoquait notre collègue Bertrand Mathieu, qui est professeur à Paris 1 et qui, dans le Figaro, Vox ou je ne sais quel site, a produit un article selon lequel il serait juridiquement possible d'interner tous les fichiers S. Certes, alors je suis allé lire ce petit billet qui n'est pas un article au demeurant, mais ce que le responsable des Républicains omettait de préciser, c'est que notre collègue Mathieu prenait pour hypothèse que nous étions en état de guerre. Or, et Anne-Charlène a raison de le souligner, nous ne sommes pas juridiquement en état de guerre. Alors, mais c'est vrai que on n'arrête pas de répéter, c'est la guerre, on est en guerre, etc. Juridiquement, on ne l'est pas. Peut-être, alors, est-ce que, je ne sais pas, je n'ai pas lu, pardon, le billet, mais il y avait une hypothèse qui était possible, qui est de dire, puisqu'on est en guerre, puisqu'ils nous ont déclaré la guerre, déclarons-leur la guerre, et puis là, on applique la Convention de Genève, je crois, et donc on peut interner qui on veut, quand on veut. Oui, mais je ne sais pas, alors à ce moment-là... Sans jugement, et finalement. Voilà. Oui, enfin, c'est Guantanamo dont on sait l'échec terrible. Le plus total, bien sûr. Je dis, on peut retomber dans le Guantanamo, du coup, dans ces considérations-là, et je crois qu'en plus, il n'y a qu'un seul état de guerre, on est d'accord, constitutionnellement, c'est notre article 36, il faut le déclarer, il faut qu'on ait notre Parlement qui se réunisse, et il faut un ennemi pour avoir une guerre. Or, c'est le problème du terrorisme, c'est que c'est un ennemi avant tout idéologique, diffus, qui n'est pas localisable, parce que sans cela, je pense que d'ailleurs, la France n'est pas la seule à être touchée, il faut le rappeler. Donc, du coup, ça serait sûrement un conflit mondial. On serait peut-être alors dans un conflit qui aurait une toute autre ampleur. Donc, je ne crois pas qu'on puisse utiliser le mot guerre, en tout cas juridiquement, à tort et à travers. Et là encore, ça fait partie du rôle responsable de l'opposition de ne pas employer des termes qui, à mon sens, brouillent le débat. Il n'y a pas que... Enfin, je veux dire, Manuel Valls l'a dit. Il y a eu beaucoup de gens qui ont employé le terme de guerre. Concept politique. Qui est un terme en effet plus politique que juridique. Enfin, un truc curieux, c'est que qu'on soit en guerre ou pas, l'ennemi, c'est bien évidemment les terroristes. Et à vous écouter, depuis 10 minutes, on a l'impression que, à la suite de cet acte odieux, l'ennemi, ce serait Wauquiez. Mais on s'en fout de Wauquiez. Non, mais je veux dire, vous perdez tout le sens des réalités. Là. Que mais pas vous, en revanche. Vous ne parlez que de lui, de ce qu'il a dit, de ce qu'il devrait dire. Vous le traitez d'abruti. Bon, je veux dire... non, je ne crois pas. Le mot a été prononcé. Non, franchement, non. Non, Wauquiez abruti... C'est à ça qu'on les reconnaît. Enfin, je veux dire, non, le pire, c'est qu'il ne l'est pas. Lorsqu'il tient ce genre de propos, le pire, c'est qu'il ne l'est pas. Ce que je veux dire, c'est assez curieux de se... C'est
C'est assez curieux de se focaliser sur Wauquiez alors qu'il est. Non, mais je veux dire, de se focaliser sur quelqu'un d'autre. Oui, mais pourquoi pas Marine Le Pen d'en faire le maître étalon de ce qu'on devrait faire contre les terroristes, je ne sais pas, ça me paraît pas du tout le sujet. Je veux dire, la question qui était posée, à mon avis, c'était... Qu'est-ce qu'on peut faire? Parlons de ce qu'on peut faire, mais arrêtons de parler de Wauquiez. Est-ce que dans ce qu'on peut faire croire à l'opinion, parce que l'opinion est sensible à ça, est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de démagogie, voilà, alors qu'il faudrait peut-être être plus réaliste? Mais l'opinion, elle a envie d'entendre des choses, surtout. Elle a envie que les gens s'expriment et aient des idées. L'opinion ne peut pas se satisfaire. Elle a raison de discours lénifiants en disant oui, on est triste, oui, c'est terrible, oui, et ben voilà. Et en gros, c'est ça. Mais je crois que tu as raison de poser la question de savoir pourquoi nous parlons de Laurent Wauquiez, qui finalement ne nous obsède pas la nuit. Je crois je parle pour toi également. On te rassure, Jean-Charles. C'est la question du rôle de l'opposition. C'est finalement, et c'est pour ça qu'on en parlait, c'est est-ce que l'opposition doit écouter l'opinion finalement dans ses fantasmes les plus... peut-être aussi les plus, j'ai envie de dire, les plus humains. Voilà. Et est-ce qu'il faut aller dans cette humanité qui parfois peut se révolter contre la cruauté de manière tout à fait, j'ai envie de dire, intuitive, instinctive, alors que finalement l'opposition est aux manettes de quelque chose de politique, de juridique, qui doit l'amener à agir sur quelque chose de concret. Donc j'ai peur qu'en écoutant, alors la veille de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort, je crois que le Figaro avait titré qu'un sondage disait qu'à 80% le peuple était encore pour, et finalement on a ensuite, les années ensuite, dit que c'était magnifique d'avoir pu faire évoluer les mentalités grâce à la législation. Donc c'est cette question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il faut écouter l'instinct qui nous vient à tous de se dire il faut qu'on lutte de manière unanime contre ces cruautés, ou est-ce qu'il faut essayer peut-être plus ponctuellement, d'arriver à trouver des mesures utiles et justes pour se battre contre un ennemi qui, finalement, va nous poser, à mon avis, beaucoup plus de problèmes qu'une guerre telle qu'on les a connues. Et qui nous posera plus de problèmes que Wauquiez lui-même. C'est vrai. Mais là, on attend quelques mesures, alors on attend quelques décisions, parce que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir. En tout cas, on attend, effectivement, je crois que le président Macron doit faire un discours assez important, peut-être sur le sujet, dans quelques temps. Enfin, on va voir, mais il faut qu'on ait l'impression que les choses peuvent éventuellement bouger, qu'on réfléchit. On pourrait dire que l'arsenal juridique, il existe. C'est vrai. Il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que là encore, est-ce qu'on est obligé de faire une loi à chaque fois, nouvelle à chaque fois qu'il y a je pense qu'il y a que un le parti qui est pris, et cela pas depuis l'élection de Macron, mais même avant, c'est de revenir sur ce que, pardon Jean-Charles, sur ce que Nicolas Sarkozy avait fait, à savoir de recréer des emplois dans les forces de l'ordre, dans les services de renseignement. Les quelques, entre guillemets, experts que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet convergent vers cette... c'est de longue haleine. Il faut recruter plus de gens encore pour effectuer ces opérations qui sont délicates. C'est déjà une action, mais sur le long terme, qui n'est peut-être pas si spectaculaire que cela, mais apparemment, c'est une action efficace. Sûrement. On verra. J'ajouterais, peut-être pour terminer ce débat sur le propos de Laurent Wauquiez, que nous laisserons tranquille ensuite, c'est la question d'arrêter de confondre peut-être la rétention et la détention. Faisons un petit moment d'amphithéâtre, je crois que c'est important, en disant que précisément, la rétention, c'est de l'administratif, c'est du préventif, c'est-à-dire qu'on a des forces de renseignement, la DGSI, qui je crois qu'on peut le dire, travaillent vraiment formidablement, essayent de faire tout leur possible pour prévenir ce qui va se passer, mais on est dans le domaine de la prévention. Donc on caractérise quelqu'un par rapport à sa dangerosité éventuelle, et incriminer ou aujourd'hui penser à retenir et donc à détenir des personnes sur lesquelles nous n'avons que des faisceaux d'indices par rapport à de la prévention, ça n'est juridiquement pas possible, étant donné qu'à partir du moment où on est dans la répression, on est rentré dans quelque chose qui pénalement va devenir répréhensible et pour lequel vous ne pouvez plus bénéficier des garanties qui sont celles lorsque vous n'avez rien commis. Donc malheureusement, vous allez me dire, c'est triste qu'on soit obligé d'attendre qu'il y ait une réponse pénale quand vous avez commis un crime, mais comment arriver à vous retenir avant que vous ayez commis un crime, et quels sont les critères pour savoir que quelqu'un va devenir criminel? On rentre dans une série Netflix finalement et on n'est plus du tout dans la c'est un peu le problème non pas du fichier S en tant que tel, mais peut-être de la façon dont il est compris par l'opinion, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que ces gens qui sont dans ce fichier S. Est-ce qu'ils sont tous potentiellement des criminels en puissance? Est-ce que c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Moi, j'en ai discuté à plusieurs reprises avec des amis. J'ai des amis dans la police, figurez-vous. Les as-tu embrassés sur la bouche? Non, je m'en suis abstenu. Les uns et les autres me l'ont bien dit.
ce sont en quelque sorte des, si vous voulez, entre guillemets, des actes de, même pas d'enquête, des actes qui potentiellement pourraient servir à entamer, engager une enquête, mais ça n'est rien de plus. Et il y a donc autour de ces fiches des fantasmes assez très ancrés, notamment dans l'opinion publique. Ce ne sont pas des criminels qui sont fichés, ce sont des individus qui, pour la plupart, ont la nationalité française. Donc il va falloir que Marine Le Pen nous explique comment est-ce qu'on peut les reconduire, mais alors où, dans le Cantal ou en Auvergne ou je ne sais où. Et d'autre part, ce sont des gens qui... pas méprisant pour le Cantal. Non, mais je ne sais pas, parce qu'on en avait parlé à un moment, d'aller repeupler les villages d'Auvergne avec et puis de mettre des barbelés autour. Donc, voilà, il faut... hélas, cet outil-là ne permet pas à lui seul, de régler le problème. Je termine il y a peu d'outils qui permettraient de régler le problème. Non, mais par exemple, on peut considérer quand même à juste titre que quelquefois l'éviction d'imams prônant le djihad depuis des années pourrait... Ça se fait, ça. On le fait, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, mais on le fait avec beaucoup de lenteur. Alors, c'est très bien de respecter beaucoup de choses, mais on peut comprendre aussi que quand on apprend qu'un type prêche depuis 10 ans et que là, on va le mettre dehors, on dit, ok, c'est bien, il vaut mieux le mettre dehors au bout de 10 ans qu'au bout de 20 ans. Mais quand même, au point de vue de l'opinion publique, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi. On aimerait que de temps en temps, et là c'est un peu une volonté politique de dire, ok, maintenant on y va, on accepte cet état de guerre sous-jacent, et maintenant on rentre dans le dur. Enfin, on n'accepte pas besoin d'attendre 10 ans de prêche lamentable. Mais le dernier chiffre que j'avais, je pense qu'il est aujourd'hui dépassé, c'était 27, mais je crois que ça doit être 32 ou 35 aujourd'hui, fermeture de lieux de culte par l'autorité administrative, comme la loi le permet. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, je dis qu'on apprécierait que ce soit quelquefois fait avec un peu plus de rapidité. Peut-être terminons par l'étude d'un mot, c'est le mot danger, dangerosité, qui appelle finalement les fiches S, les fiches de renseignement. On est tous en train d'essayer de prévenir le danger, mais finalement ce critère-là, c'est peut-être le critère le plus protéiforme qu'on puisse connaître en droit. Qu'est-ce que c'est le danger ? Comment connaître un individu dangereux ? C'était le même critère qui avait été avancé pour la rétention de sûreté d'ailleurs dans la législation de 2008, et des milliers de rapports d'études avaient essayé avec des psychiatres, des juristes, de savoir quand on pouvait diagnostiquer comme un individu comme dangereux, parce que c'est la même chose, un terroriste qu'un récidiviste, c'est quelqu'un qui peut commettre un acte dangereux pour la société. Et voilà, peut-être que tout le danger, vous voyez, ça m'est venu, et là, c'est que je ne sais pas si on peut prévenir ce qui nous arrive au quotidien, malheureusement. Ce serait le rêve de tous les bons policiers, de prévenir tous les crimes. Et de tous les juristes. Et de la science-fiction, la justice prédictive. Peut-être que l'intelligence artificielle... Faire confiance aux robots. Peut-être que l'intelligence artificielle nous y aidera. Exactement. Avec un Laurent Wauquiez artificiel, peut-être. Alors, autre actualité extrêmement dramatique, c'est l'assassinat de Myriel Knoll, dit survivante à la rafle du Vel d'Hiv, et cette marche blanche qui a eu lieu avec, quand même, j'avais lu ce titre du Monde, les violences contre les Juifs ne cessent d'augmenter en France. Et il y a en effet un certain nombre de commentateurs. Il y a un article dans Le Monde qui disait: ce ne sont plus les seuls lieux publics que les Juifs doivent dorénavant éviter, les écoles publiques dont ils doivent retirer leurs enfants sous le poids des menaces constantes, les synagogues dans lesquelles ils ne peuvent se rendre qu'au prix de 1000 précautions. C'est au sein même de leur magasin et davantage encore de leur appartement que la mort peut frapper. Bien évidemment, tout ça est horrible, mais on comprend assez vite comment ça peut se passer quand on voit, et c'est pas moi qui le dis, c'est les syndicats d'enseignants, des tonnes d'enseignants, etc., qu'il y a des endroits en France où les profs ne peuvent pas enseigner la Shoah en classe. Donc partant de là, puisqu'on accepte cet état de fait, on accepte que dans des classes, il y a des sujets qu'on ne puisse pas aborder. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive après des actes antisémites. Je veux dire, c'est la conséquence bien logique. Donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire de nouvelles lois. Il y a simplement de faire respecter un état de fait républicain, un programme, et puis voilà, de prendre les décisions qui s'imposent. Maintenant, on met un couvercle sur cette chose-là, on ne veut pas en parler parce que ça va être dans des quartiers difficiles. On dit, oulala, si on dit ça, mais voilà. Mais il faut reconnaître ça et tout s'explique. Et on pourra faire des millions de marches blanches, ça ne changera
à rien. Ce que vous voulez dire, c'est peut-être aussi qu'il y a deux antisémitismes. Enfin, il y a un antisémitisme français, classique, etc. Et puis un antisémitisme plus récent, et probablement plus violent aujourd'hui. Qui est totalement parfois lié la au sujet qu'on vient transposition d'aborder, du conflit israélo-palestinien et ici. Enfin, voilà. Et d'images terribles, enfin, de ce que peuvent être les Juifs. Voilà, donc, on l'avait vu dans l'affaire Halimi, enfin, etc. Donc, partant de là... Qui est en effet, peut-être que c'est ça qu'on a eu du mal à appréhender, c'est un nouvel antisémitisme par rapport à l'antisémitisme classique qu'on a connu et qui a donné en effet la Shoah, enfin, etc. Et j'ai pas entendu beaucoup d'idées ou de solutions pour dire, ben voilà, il faut effectivement qu'on puisse enseigner l'histoire à nos enfants, voilà, partout. Alors il y a bien évidemment des tonnes de classes où on peut l'apprendre, mais il y a aussi pas mal de classes où on ne peut pas. Et c'est le vrai problème. Est-ce que l'enseignement, c'est pas une conséquence plutôt que d'un état de fait? Enfin, oui, c'est pas la cause, enfin, me semble-t-il. Si en classe vous pouvez pas dire ce qui s'est passé contre les Juifs, ça veut dire donc. Est-ce que c'est pas la conséquence d'un antisémitisme plutôt que la cause de cet antisémitisme? Oui, peut-être, mais en tout cas. C'est vrai que moi, je crois qu'on retrouve dans ce que tu dis, Jean-Charles, finalement, une forme de résultat d'un long glissement qui date, à mon avis, des années environ 99-2000, où on a commencé à connaître cette nouvelle phase, nouvelle vague de l'antisémitisme qui était peut-être plus liée, à mon avis, au conflit israélo-palestinien. Et l'exportation, l'importation. Voilà, où on a finalement eu un renouveau de déjà de cette figure du juif dans la cité qui a un petit peu changé, qui s'est de nouveau identifié comme quelqu'un ne faisant plus vraiment complètement partie de la communauté nationale. Et finalement, petit à petit, est-ce que nos politiques n'ont pas été ici, là encore, je le précise, l'arsenal législatif est complet, l'arsenal de textes internationaux, la France fait partie de toutes les associations possibles sur la tolérance et les discours n'incitant pas à la haine, mais c'est là qu'on voit la limite, c'est assez proche de ce qu'on disait tout à l'heure avec le terrorisme, on voit la limite du droit et finalement celle que doit aussi apporter la politique dans une forme d'apprendre à vivre ensemble. Je suis d'accord avec toi, ça passe par l'école, mais ça passe aussi par un discours public, c'est-à-dire tout simplement peut-être plus de fermeté, alors pas sur les actes une fois commis, mais sur la manière d'apprendre à alors soit à accepter des communautés qui vivent ensemble dans une diversité par quartier, par communauté, un petit peu comme on le ferait à l'américaine, à l'anglo-saxonne, ou alors un véritable vivre ensemble en se fondant dans une masse du peuple français. Voilà. Mais là, dans ce même article, l'une des solutions, en effet, dit-il, c'est que les Juifs se regroupent dans des quartiers qui leur seraient... on appelait ça des ghettos. Non, mais c'est la négation. C'est la négation de ce qu'est la France. Non, mais ça témoigne d'une peur. D'un certain nombre qu'on peut comprendre, mais je pense que... D'ailleurs, il y a des départs en Israël qui se multiplient, où ils pensent être plus en sécurité en Israël qu'en France, quand même. Une grande partie de la classe politique tient un discours très juste en disant que quand on porte atteinte à une personne du fait de sa religion, c'est aux valeurs de la communauté nationale auxquelles on porte atteinte. Donc, ces histoires il y a pas de il y a une communauté juive, une communauté religieuse de fait, mais fondamentalement, c'est toujours la même chose. En France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Absolument. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas plus intégré que la communauté juive. Historiquement, voilà. Alors évidemment, ce nouvel antisémitisme pose des questions. C'est cet antisémitisme qui les désigne comme juifs. Exactement. Et j'entendais. C'est la théorie de Sartre, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Je lisais un papier qui disait, au fond, pour résumer, il y a cet antisémitisme historico-traditionnel en France, l'antisémitisme de la littérature, de l'affaire Dreyfus, etc. Mais là, c'est plutôt l'antisémitisme des chaînes d'information en continu et d'une jeunesse qui se laisse radicaliser. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Mais il ne faut surtout pas que ces faits qui sont complètement intolérables conduisent les citoyens français de religion juive à s'isoler entre eux, à se refermer entre eux. Je ne pense pas que ce soit mais le ça cas. peut être une tentation. Cette tentation, elle peut être compréhensible, mais c'est à la communauté nationale de réagir. Ce n'est pas à la communauté juive. On porte atteinte aux valeurs de la communauté nationale. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'à mon sens, si on veut rester dans ce qui correspond aux valeurs françaises, il faudrait arrêter de se battre contre
l'antisémitisme ou l'islamophobie ou le discours anti-gay, etc. Mais rappeler tout simplement que, comme tu le dis, la France, c'est avant tout vivre ensemble et que donc il faut trouver les solutions pour vivre en commun. Encore, oui, exactement. Voilà. Encore faut-il donner les moyens aux gens de pouvoir vivre ensemble. Exactement. Un mot quand même sur le CRIF qui a, au propos de la Marche Blanche, a fait savoir à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Vous trouvez que c'était de circonstance ? Oui, parce que je veux dire, c'est un peu trop facile pour les hommes politiques, quels qu'ils soient, de passer 11 mois et demi à tenir une position, et puis quand tout d'un coup ça devient dramatique, il y a une espèce de blanchiment, on y va, on dit tiens, il y a une marche blanche, on va y aller, et comme ça on sera absous de toutes nos bêtises et toutes nos déclarations. Et je peux tout à fait comprendre que le Conseil représentatif des institutions juives n'ait pas envie de servir d'appareil, de machine à laver les hommes politiques. Même s'ils changent d'avis, comme vous semblez le dire, mais pour une fois qu'ils y étaient là et qu'ils y venaient, c'était pas bien. Non, moi je trouve que si vraiment ils ont changé d'avis, qu'ils passent toute l'année qui vient à montrer qu'ils ont changé d'avis, et puis la prochaine marche blanche, parce que hélas on peut craindre, il y en aura une nouvelle, à ce moment-là ils viendront, parce qu'ils ne seront pas là pour se laver de leur déclaration malsaine, mais ils seront là parce qu'ils ont prouvé qu'effectivement ils sont tout à fait en phase avec les valeurs défendues par la mais en même temps, est-ce que c'était pas un moment de réunion plutôt qu'un moment d'exclusion, quoi? Alors je trouve qu'on peut parler de récupération politique finalement quelle que soit l'action qu'ils aient fait, c'est-à-dire qu'il y a une récupération politique s'ils viennent, puisque du coup on a le sentiment qu'ils s'approprient finalement ce discours de marche blanche pour en faire un discours politique, et s'ils ne viennent pas, ça revient un petit peu au même, puisque du coup ça veut dire que l'Union nationale n'a pas pris le pas sur les tensions politiques. Donc c'est très délicat de savoir quoi faire. Je trouve que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon a été assez digne. Je sais que vous en avez déjà parlé sur ce plateau, donc je ne prendrai ni le pour ni le contre de cette question, mais savoir, à mon avis, d'être un petit peu plus en retrait, d'avoir notamment accepté que il y a eu un moment où quand on a vu... Il était très en retrait sur le terrorisme, d'ailleurs. Voilà. Il a été très en retrait là-dessus. Oui. Avec des discours à chaque fois, en tout cas le discours en hommage d'Arnaud Beltrame à l'Assemblée nationale a été vraiment un discours où là on parlait du sens de l'opposition. Il a dit nous vous devons opposition, mais on a confiance finalement dans la lutte que vous allez mener. Il fallait aussi un petit peu faire oublier les déclarations scandaleuses de son ex-candidat quand même. Oui, donc, c'est vrai. Il était un peu obligé, il ne pouvait pas faire moins. Il s'exprime bien, mais... Il a bien fait. Non, il a très bien fait, mais il ne pouvait pas ne pas le faire. Non, mais on ne peut pas le soupçonner d'avoir les mêmes idées que le tweet un peu débile. Oui, mais alors ça je trouve ça curieux dans la presse, c'est-à-dire que là, on sépare, et je suis le premier à le faire, c'est pas parce que ce sinistre individu a dit des conneries que Mélenchon en est responsable. Oui. Mais quand c'est dans un autre parti politique, là, on est toujours en train de dire « Ah, ben alors lui, il a fait partie de tel parti, donc tout le parti est un parti de crapules. » Donc, soit... Vous parlez encore de Laurent Wauquiez ? Soit on s'arrête, et quand on prend, et je ne vais pas prendre la défense du Front National, mais quand un abruti du Front National déclare un propos raciste, là, c'est tout de suite, ah oui, et puis alors de toute façon, c'est le copain de Marine Le Pen, et tout le Front National est dans le même panier. Si on sépare, séparons tout le temps. Dans cette marche qui a eu lieu, il y avait en effet des gens qui étaient dans cette manifestation, qui reprochaient à Marine Le Pen les propos sur le détail qu'elle n'a pas tenu, qui sont ceux de son père. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est voilà. Mais bien évidemment, je ne sais pas rigueur à Mélenchon des propos de son ex-candidat, mais à ce moment-là, ne tenons pas rigueur à tous les autres, qu'ils soient socialistes, républicains ou même du Front National, des propos d'un militant égaré et abruti, qui n'engage que lui. Voilà. Je suis d'accord avec toi, et je pense que justement on peut terminer ce débat par les propos du fils de Mireille Knoll, qui a dit finalement c'est bien triste de voir comment se termine cette marche blanche, en se rendant compte qu'on a des abrutis partout, quelle que soit la confession religieuse, quelle que soit l'extrême droite, gauche, milieu. L'exclusion n'est jamais une bonne conseillère. L'exclusion n'est jamais une bonne conseillère. Alors, on va peut-être parler de Nicolas Sarkozy, quand même. Votre ami Sarkozy. Renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, mis en examen dans l'affaire du financement par la Libye de sa campagne électorale, victime d'un acharnement des juges ou... Oui. Oui, en tout cas, la justice le suit de près et que la justice suit son cours. Après, il est toujours, à ma connaissance, présumé innocent. Donc attendons de voir.
sur un point de vue, mais là, nos deux professeurs de droit vont sûrement avoir un avis très éclairé. Moi, ça me choque quand même que cette mise en examen, elle repose quand même sur la mise sur écoute d'un avocat, que je trouve sur un principe totalement scandaleux. Ça, c'est de renvoi correctionnel. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement choquant. Oui, d'ailleurs, les avocats se sont mobilisés contre ce... Que cette procédure repose sur un truc absolument honteux, qui est quand même... et qui maintenant pose des problèmes sans arrêt. Vous ne pouvez plus discuter avec un avocat au téléphone, je veux dire, à chaque fois... C'est vrai que ça pourrait être sacralisé. Voilà. Et visiblement, ça ne l'est pas. Mais là, comme c'est Sarkozy, ça n'a plus l'air de choquer personne, mis à part les avocats. Mais on voit peu de gens mobilisés là-dessus. Après, bon, sur le fond de l'histoire, attendons, la justice tranchera. Il a de bons avocats, il y a de bons arguments. Voilà. De bons arguments aussi. Oui, non, mais... là-dessus. Peut-être un mot sur justement cette place de la justice dans les affaires politiques en règle générale. On a parlé de l'affaire Darmanin, on a parlé de l'affaire Bayrou, on a parlé de l'affaire Fillon, évidemment, qui a remis tout ça sous les spots. Le sentiment quand même qu'il y a une grande... Alors, il y a un laps de temps infini qui se passe entre, prenons l'affaire Fillon, entre la mise en cause de quelqu'un et puis les suites judiciaires éventuelles qui peuvent être contre la personne en question, qui peuvent être en sa faveur d'ailleurs, et ça change quand même beaucoup les choses. Et dans l'affaire Fillon, c'est quand même... ça l'a quand même peut-être coûté la présidence de la République. C'est vrai qu'il y a Je crois que c'est ça le problème, ce temps judiciaire qui pose un problème, par rapport au temps médiatique ou même au temps politique. Et au temps politique, finalement, c'est ça la question, c'est que je crois que la justice perd en légitimité, une légitimité qu'elle a pourtant, puisque, comme tu le dis, à mon avis, sur le fond, je pense que le dossier est loin d'être vide et qu'il y aura sûrement des choses qui... qu'il y a un dossier qui était présent, nous étions d'accord tous les deux là-dessus. Tout à fait. Non, mais moi, j'attends... Nous sommes dans le consensus le plus parfait. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. C'est pas le temps judiciaire qui est en cause. C'est vraiment le temps médiatique. Que la justice prenne son temps pour statuer avec le recul nécessaire, je trouve ça très bien. Je veux dire, ce serait terrible, une justice expéditive qui s'occuperait des trous. Alors, on vous reproche ça, votre avocat nous dit, vous êtes jugé, c'est fini en 3 mois. Ça, ce serait le temps médiatique, ce serait dramatique. C'est très bien que la justice prenne son temps. Mais c'est un peu ce qu'on a reproché au parquet financier pendant l'affaire Fillon, c'est-à-dire qu'ils ont voulu réagir très vite. Voilà. Oui, mais... et là, on ne sait alors que là, dans l'affaire Sarkozy, on a le sentiment que ça a été très long. Exactement. Est-ce que peut-être qu'il y aura un non-lieu Absolument. Donc, c'est le temps médiatique et l'attitude des médias. Et c'est un problème quand même. Parce que c'est terrible, parce que là, on ne voit pas la solution. Si ce n'est franchement de respecter la justice et le droit. Ça, c'est, je pense, peut-être que la justice elle-même devrait apprendre. Je trouve que ça se développe un petit peu, les communiqués de presse, etc., auprès de nos grands juges, mais apprendre peut-être à communiquer un petit peu mieux sur le temps qui est nécessaire aussi bien pour une instruction qu'une mise en examen, etc. On a beaucoup discuté de savoir si la garde à vue de Nicolas Sarkozy était nécessaire ou pas, par exemple. Certains disent que c'était humiliant, mais bêtement humiliant, parce que c'est pas quelqu'un qui allait partir se réfugier. Le juge avait qu'à le convoquer et puis c'était tout. Je veux dire, c'est une humiliation ridicule. Si les juges l'avaient simplement convoqué, on aurait dit un traitement privilégié réservé à un citoyen qui doit être comme tous les autres. Mais là, j'avoue que la discussion est ouverte. J'ai pas d'opinion. C'est toujours difficile d'arriver à faire se rencontrer. Il y a eu un traitement particulier puisqu'on lui a permis de revenir chez lui, chez son épouse, oui. Mais quand même la moindre des choses. Oui. Non, mais la garde à vue, elle a lieu quand? Est-ce qu'elle a un caractère de faire en sorte que quelqu'un qui va peut-être être mis en examen ne s'enfuit pas? Est-ce qu'elle a un caractère comme ça ou c'est juste... La garde à vue? Oui. Non, la garde à vue, c'est une mesure d'interrogation un petit peu poussée. Voilà, c'est un acte d'enquête qui signifie pas nécessairement que... Alors, on a tous ces films en tête où on a le sentiment que, du coup, les forces de police vont martyriser quelqu'un pendant plus de 24 heures. En réalité, notamment... Maintenant, il y a un avocat. Il y a la présence de l'avocat. La Cour européenne des droits de l'homme a quand même fait vraiment beaucoup évoluer les choses. Donc, c'est une mesure d'enquête. Souvenons-nous de l'affaire Strauss-Kahn avec ces images terribles. On n'est pas à l'américaine.
américaine. Est-ce pas l'américaine. est-ce qu'il il risquait pas de s'enfuir non plus? Non, bon, les caméras du monde entier étaient braquées sur lui et pourtant il a connu Rikers Island. Après, pour en revenir à ce que nous disions précédemment, ce qui serait important aussi, avec tout le respect que je dois et que je porte à la justice, c'est qu'on pourrait peut-être rappeler quand même à certains juges que l'instruction c'est secret et qu'il est parfois curieux, et c'est pas toujours le rôle des avocats, il y a quand même quelquefois des fuites des choses qui sont pas très normales. Nicolas Sarkozy lui-même s'est plaint que Mediapart soit au courant de la garde à vue alors qu'elle n'avait pas commencé. Et ça, il y a probablement quelque chose à faire sans limiter le droit de qui que ce soit, mais simplement en rappelant certaines règles, une certaine déontologie, entre guillemets, à certains acteurs de la justice. Notamment parce que la justice se plaint ensuite de l'intrusion des médias. Donc le secret de l'instruction est mis à mal, aussi bien dans l'affaire Daval que dans l'affaire Fillon. On a vu des choses fuitées qui sont dans les journaux avant que les juges puissent même en avoir connaissance. Et je trouve ça dramatique. C'est vrai qu'il faut arriver à bien séparer les deux sphères pour que les deux gardent leur légitimité. Je crois que c'est... Il y a quand même un certain nombre de gens qui disent un ancien président de la République, alors je sais bien que ça peut choquer les juristes que vous êtes, mais on devrait le laisser tranquille, quoi. C'est quand même la République qu'on attaque à travers lui, c'est quand même la fonction qu'on attaque à travers sa personne. Je ne suis pas du tout pour qu'on le laisse tranquille. Je trouverais ça tout à fait anormal. En revanche, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites il faut le traiter comme les autres. Il n'y a pas 50 000 ex-présidents de la République, il y a effectivement une fonction, il a été élu, etc. Donc on aurait pu concevoir qu'on lui évite cette garde à vue qui n'a véritablement servi à rien, parce qu'il ne se serait pas dérobé à la convocation du juge, etc. Donc voilà, il nous reste trois présidents de la République, 4 présidents de la République qu'on peut éventuellement convoquer en justice. Voilà, c'est pas le tout venant, c'est pas le tout venant, mais alors ça porte atteinte notamment à l'étranger, etc. Et puis aux yeux des citoyens, à la République elle-même, mais réaliser aussi la situation inverse dans laquelle on aurait pu se trouver, c'est-à-dire en disant allez, cher ami, Monsieur le Président, on oublie tout, on rase gratis. Et donc là, dans ce cas-là, la République aurait été extrêmement atteinte. Elle aussi, mais ça fait quand même Jacques Chirac a été condamné. Oui. Nicolas Sarkozy en correctionnel est mis en examen. Hollande pour l'instant rien. Cela dit, moi ça me ravit et ça me rend fier d'être français, parce que je trouve ça absolument extraordinaire que dans un pays qu'on critique quand même à longueur de journée, on est quand même, il n'y a pas tant de démocratie que ça, où on peut mettre effectivement un ancien président de la République en garde à vue, le déférer, enfin je passais le terme, en correctionnel, en condamner un autre, prendre un premier ministre. Il y a quand même un véritable preuve de démocratie qui est extraordinaire. C'est l'état de droit. C'est pas l'état de droit. Et puis on a une belle philosophie, c'est que justement on est à la fois protecteur de ce statut de président de la République, notamment pendant le mandat. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on distingue l'homme du mandat, et il est finalement intéressant aussi que la justice ne soit pas à deux vitesses et qu'on recouvre une égalité quand le président n'est plus qu'ancien président. Qu'il redevient homme parmi les hommes. Un mot, puisque universitaire que vous êtes, sur ce qui se passe à Montpellier, les violences à l'université de Montpellier, où le doyen de la faculté de droit, fonction que vous avez exercée, a été obligé de démissionner. Enfin, vous n'avez jamais été obligé de démissionner. Je n'ai pas démissionné. Non, je suis allé jusqu'au bout de mes 5 années de mandat. Oui, alors il y a un autre enseignant qui avoue avoir frappé, j'ai de la violence. Un collègue non masqué. Qui assume avoir frappé des étudiants. Alors tout ça vient de la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Parcoursup, en effet. Parcoursup, oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on était assez mécontents d'APB sur plein de points, qui était l'algorithme qui fonctionnait auparavant et qui, comme toute intelligence artificielle, est une intelligence qui reste artificielle. Mais aujourd'hui, Parcoursup, je trouve que c'est encore un peu tôt. Alors, les mouvements étudiants, on sait qu'ils sont importants en France. Surtout pour des étudiants qui sont déjà en fac. Voilà, ce sont des étudiants qui sont déjà en fac, qui sont en train de se plaindre d'un système d'entrée en fac dont on ne connaît pas encore forcément les résultats. Mais de là à en arriver à la situation qui a été celle de Montpellier, évidemment, je crois qu'en tant qu'enseignant, on peut dire qu'on ne partage pas du tout l'évolution de la situation. Visiblement, les enseignants, on laissait faire, quoi. Sinon faciliter. Je ne sais pas, on verra bien les enquêtes, mais en tout cas, l'interview de notre collègue
doyen de la fac de droit de Montpellier, est un naufrage. Naufrage en termes de communication, je ne suis pas expert, mais enfin, voilà. Et sur le fond. Oui, disons qu'il était fier, au fond, finalement. C'est pas possible. Enfin, des gens qui étaient intervenus cagoulés, quoi. Mais au-delà de cela, moi, j'ai vraiment à cœur, si vous voulez, ces valeurs universitaires. Enfin, c'est essentiellement pour cela que je fais ce métier, qui sont des valeurs de liberté, de rigueur, de débat, etc., de respect. Ce qui ne veut pas dire que tout est lénifiant à l'université, bien au contraire, le débat y est parfois très vif, et que c'est sans doute l'un des derniers lieux de la société dans lesquels on peut avoir des débats vifs, mais relativement respectueux, relativement respectueux de l'autre. Et donc sur le fond, il y a, enfin, le mot est très fort, mais je l'avais déjà dit à des étudiants qui avaient empêcher un débat de se tenir, à des étudiants d'un parti politique qui avait envahi un amphithéâtre dans lequel je me trouvais. Il y a presque pour moi un caractère sacré des lieux universitaires. Vous savez, on parlait, c'est plus un fantasme qu'autre chose d'ailleurs, c'est pas du droit, des franchises universitaires. Oui, on disait, les forces de l'ordre ne peuvent pas entrer dans les locaux universitaires, comme elles ne peuvent pas entrer dans un édifice du culte, etc. Ce qui a provoqué mai 68, d'une certaine façon. Notamment provoqué. Ces franchises doivent être conçues de manière très distanciée, parce qu'au fond, oui, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Bon. Mais il y a une tradition qui existe depuis le Moyen-Âge. Et donc, il y a pour moi presque, un caractère sacré des amphithéâtres. Et donc, ce caractère sacré, il est en quelque sorte profané, tant par ceux qui empêchent la tenue des enseignements, que par a fortiori les collègues, des collègues qui vont jusqu'à aller frapper des étudiants. Enfin, c'est complètement incroyable. Et de surcroît, l'un des deux collègues qui assume parfaitement qu'il l'a fait non masqué, qui est aujourd'hui suspendu et qui est objet, je crois, d'une mise en examen. Enfin, voilà, c'est surréaliste. Il s'est passé aussi des incidents se sont déroulés devant la fac de droit de Lille, mais c'était à l'extérieur. Donc ici, il n'y a rien. Ici, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Nous travaillons. Et c'est sur ces paroles de sagesse que je vous propose de nous quitter. Merci infiniment Charlène Bézina, merci Stéphane Monson, merci Jean-Charles Lejoly, et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Public et tout ça, c'était chiant.